Messieurs, une déclaration des représentants des États-Unis d'Amérique. Quant au cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont lié à un autre. Nous tenons ces vérités pour évidentes. Tous les hommes sont nés égaux et ont reçu de leur Créateur Certains droits inaliénables. Parmi ceux-ci, il y a celui à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Pour garantir ces droits, les gouvernements sont institués parmi les hommes. Et que tous les liens politiques entre eux et l'État de Grande-Bretagne sont et doivent être totalement dissous. Et avec l'appui de cette déclaration, c'est l'un des grands paradoxes de l'histoire américaine. L'homme à la tête de la guerre d'indépendance a failli mourir en combattant pour ce même empire britannique 20 ans plus tôt. À la veille de la bataille, George Washington ne peut s'empêcher de repenser à cette ancienne guerre. Je n'ai pas laissé passer cette date anniversaire sans repenser à la manière dont nous nous sommes échappés à Great Meadows. Et sur les rives de la rivière Monongahela. C'est elle qui a fait de lui le chef qu'il est devenu. La guerre de 7 ans. Mais le jour où tout a commencé, le comportement du père des États-Unis n'a rien eu d'héroïque. Il faut reconnaître que Washington n'a alors que 22 ans. Ambitieux et un peu naïf, il ne se rend pas compte qu'il est sur le point de devenir un pion sur un échiquier dont il ignore tout. Ils sont là. Washington a reçu l'ordre de chasser les Français de cette zone disputée de la frontière en employant si nécessaire la force. Il ignore que ces soldats français mènent une mission diplomatique. Le jeune commandant ne prend pas le temps de s'informer de la raison de leur présence dans ce lieu. George Washington découvre le goût de la bataille et il lui plaît. Je peux en vérité vous assurer que j'ai entendu les balles siffler. Et croyez-moi, il y avait quelque chose de plaisant dans ce bruit. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Arrêtez! 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 Ne tirez pas! Stop! 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 Leur retraite étant coupée par les Indiens alliés de Washington, les Français capitulent au bout de quelques minutes. Leur officier est blessé. C'est l'enseigne Joseph Coulon de Villiers de Jumonville. C'est un émissaire. Il porte une lettre de son commandant. Je ne parle pas le français. Les règles en vigueur à cette époque veulent que Washington soit responsable du sort du Français blessé. Mais il se rend vite compte qu'en pleine forêt, ce sont d'autres règles qui s'appliquent. Tu n'es pas encore mort, mon père.
Ce chef Sénéca, qui porte le titre de demi-roi, a une autre idée en tête. En quelques minutes, ces guerriers pillent le campement français. Ils scalpent les morts et les blessés avant de repartir. Washington n'avait pas prévu un tel massacre. Il n'avait pas non plus prévu ses conséquences. Cet incident va déclencher une guerre totale pour le contrôle de l'Amérique du Nord, qui s'étendra bientôt au reste du monde. Elle porte le nom de guerre de 7 ans. Voici l'histoire d'une guerre qui, contre toute attente, a donné naissance à une nouvelle nation. Voici l'histoire de la guerre qui a fait l'Amérique. Pour comprendre comment le jeune George Washington a pu déclencher les événements d'une si grande portée, il faut remonter dans le temps, avant qu'il s'engage par erreur dans cette bataille, pour constater que toutes les conditions étaient déjà réunies pour cette guerre. Printemps 1752. 2 ans avant la bataille entre George Washington et les Français dans la forêt. Des spéculateurs de la Virginie natale de Washington arrivent en Pennsylvanie pour acheter des terres aux Indiens de la région. Ils cherchent à prendre pied dans l'un des secteurs les plus disputés d'Amérique du Nord. Dans les années 1750, la Grande-Bretagne occupe la côte Est, alors que le Canada et la vallée du Mississippi sont sous domination française. Entre ces deux empires se trouve un véritable trésor, la vallée de l'Ohio. C'est une région quasiment déserte de la taille de la France. Les Britanniques et les Français s'intéressent à un endroit bien particulier. Un confluent baptisé les Fourches de l'Ohio. C'est un lieu stratégique où se dresse aujourd'hui la ville de Pittsburgh. Mais les Fourches de l'Ohio sont difficilement accessibles. Les Indiens considèrent qu'elles leur appartiennent et ils ne sont pas disposés à les négocier. Toutefois, un chef indien de la région est prêt à discuter. Le demi-roi. Le même homme qui jouera un rôle si important dans la vie de George Washington 2 ans plus tard. N'oubliez jamais que tout signe d'amitié à l'égard des Anglais ne pourra pas échapper aux Français. Mais les Français paraissent faibles. Et les commerçants anglais nous donnent des marchandises quand on leur apporte des pans. Dans la tradition indienne, il faut prendre conseil auprès des femmes âgées pour toutes les décisions importantes. Pour le demi-roi, les enjeux de cette négociation ne peuvent être plus élevés. La plupart des Indiens de la région sont favorables aux Français. Mais si les Britanniques lui offrent de généreuses marchandises à distribuer à son peuple, une alliance avec eux pourrait le placer en position de force.
C'est un pari risqué, mais le demi-roi n'a pas vraiment le choix. Son peuple a été chassé de ses terres à l'Est par les guerres tribales et les colons européens. Ses rangs ont été décimés par les maladies. À présent, 3000 d'entre eux se sont installés dans la vallée de l'Ohio. Et ils la défendent jalousement. Mais avec les Français qui empiètent sur leur territoire depuis le nord et les Anglais depuis l'est, le demi-roi sait qu'il devra se résoudre à accepter un compromis. Pourquoi tire-t-il? Rien à craindre. Il nous souhaite la bienvenue. Mais s'il tire à la fin des pourparlers, là, il faudra s'inquiéter. Les pourparlers entre les Indiens et les Européens sont fréquents sur la frontière. Et les règles sont bien établies. Les marchandises offertes permettent de faciliter les échanges. Les Virginiens ont amené une petite fortune. Ces objets sont plus que des cadeaux. La survie des Indiens en dépend. En leur proposant un approvisionnement régulier, ils gagneront plus facilement leur soutien. Et puis, il y a le wampum, un élément essentiel lors de tout pourparler. Ce sont des ceintures tissées portant un message codé de guerre, de paix ou d'amitié. Sans la cérémonie d'échange du wampum, aucune négociation n'est achevée. Pour gagner les faveurs des Indiens de la vallée de l'Ohio, les Britanniques avaient beaucoup de retard à rattraper. Après des vols de terre à répétition, les peuples indigènes se méfiaient des Britanniques. Les Français, en revanche, commerçaient avec les nations indiennes et se battaient aux côtés de leurs guerriers depuis plus d'un siècle. Pour ces marchands virginiens, les pourparlers ne se limitaient donc pas à l'achat de la terre. Ils devaient avant tout gagner leur confiance. Le demi-roi joue un jeu diplomatique subtil entre les Britanniques et les Français. Et pour compliquer un peu plus la situation, il n'est pas son propre maître dans ces négociations. Son peuple n'est qu'une tribu parmi beaucoup d'autres, et elle n'est sûrement pas la plus puissante. La force dominante dans le nord-est est la Ligue des Iroquois, une confédération de 6 nations installée dans le nord de la province de New York. Les Iroquois revendiquent la souveraineté sur la vallée de l'Ohio et sur tous les Indiens qui y vivent. Techniquement, ils n'ont pas autorisé le demi-roi à conclure un accord avec les Britanniques. Par conséquent, s'il décide de s'engager, il affirmera son indépendance vis-à-vis de la Ligue des Iroquois. En fait, il porte le titre de demi-roi parce qu'il jouit d'une autorité limitée. Mais s'il obtient un bon accord avec les Britanniques, il jouera peut-être à l'avenir un rôle déterminant. Mes frères, soyez assurés que le roi, notre père, en achetant vos terres, n'a jamais... Pourquoi ça dure aussi longtemps? C'est comme ça avec les Indiens. Il y aura beaucoup de discours et d'échanges de cadeaux avant de passer au vrai sujet. Je vous prie d'accepter cette ceinture comme un symbole de l'union de nos deux peuples. Les pourparlers durent plus d'une semaine. Finalement, le demi-roi accorde aux Virginiens le droit de construire un petit comptoir commercial aux Fourches.
Face à ces deux empires conquérants, le demi-roi choisit ce qui lui semble être la moins mauvaise des deux solutions. Les Français revendiquent toute la terre d'un côté de la rivière, et les Anglais revendiquent toute celle de l'autre côté. Si tel est le cas, je demande, où se trouve la terre indienne? Nous vivons dans un pays entre les deux. Et par conséquent, cette terre n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Le grand esprit là-haut a permis que ce soit pour nous un refuge. Philippe, comment dit-on adieu? Ni wapete halashelapwa. Ni hapete halepshilepwa. À l'issue des pourparlers, les Virginiens ont obtenu le soutien du demi-roi. Il sera du côté des Anglais contre les Français. Et il les a autorisés à revenir l'année suivante pour construire leur comptoir aux fourches de l'Ohio. Cependant, cette autorisation ne prendra pas effet avant plusieurs années. Et une chose est sûre, les Français ne renonceront pas à ce point stratégique sans combattre. En regardant cette carte, on comprend aisément pourquoi. Les Français contrôlent déjà le Canada et la région des Grands Lacs. En réalisant un chapelet de comptoirs à travers la vallée de l'Ohio, ils pourraient faire la jonction entre leur fort du Canada et leur colonie de Louisiane et contenir les Britanniques sur la côte Est. Un mémorandum du marquis de la Galissonnière, le gouverneur de la Nouvelle-France, incite à prendre des mesures. Si les progrès rapides des colonies anglaises n'est pas arrêté. Si la progression rapide des colonies anglaises n'est pas stoppée, elles constitueront bientôt une force considérable sur le continent de l'Amérique. Et si cela se produit, avertit le marquis, toutes les autres colonies françaises tomberont également entre les mains des Britanniques. La Galissonnière était un visionnaire. Il a compris que la lutte pour l'Amérique du Nord aurait des répercussions dans le monde entier. En cas de défaite, la France serait également affaiblie en Europe. Pour la Grande-Bretagne, les enjeux étaient tout aussi importants. Si elle permettait à la France de dominer la vallée de l'Ohio, les colonies britanniques ne pourraient jamais s'étendre vers l'ouest. Les autorités britanniques envoient une expédition pour ordonner aux Français de se retirer de la vallée de l'Ohio. L'homme choisi pour la commander, un jeune Virginien de 21 ans, George Washington. Washington est un choix qui s'impose. D'une stature imposante et pétri d'ambition, il est issu d'une bonne famille et il a hâte de se faire un nom. Le Virginien prépare lui-même le plan de son itinéraire. Il franchira les fourches de l'Ohio pour atteindre le fort Leboeuf près du lac Erie. Cette expédition de 800 km est lancée juste à l'arrivée de l'hiver. En chemin, Washington fait une halte dans un campement français. Le commandant lui réserve un accueil chaleureux. Mais le Français lui fait parfaitement comprendre qu'ils ne céderont jamais à son ultimatum. Ce soir, il nous a invités à dîner avec eux. Rapidement, le vin dont ils se servaient abondamment a délié leur langue. Avec beaucoup de délicatesse, l'officier lui explique pourquoi les Français tiennent tant à cette région. Ils nous ont dit que leur véritable dessein était de prendre possession de l'Ohio et qu'avec l'aide de Dieu, ils y parviendraient.
Selon lui, même si les Anglais envoyaient 2 hommes contre un seul, il savait que nous étions trop lents à réagir pour s'opposer à eux. Après avoir essuyé le refus des Français, Washington entame son retour en Virginie en décembre 1753. Son rapport sur cette mission est transmis à Londres. Là-bas, le roi George II entend parler du jeune Virginien qui, malgré tous ses efforts, a échoué à convaincre les Français de quitter la vallée de l'Ohio. Au printemps suivant, les Virginiens répondent à la proposition du demi-roi de construire un comptoir commercial aux fourches de l'Ohio. Mais ils ne pourront pas l'achever. À peine les travaux commencés, des troupes françaises surgissent et obligent les Virginiens à quitter les fourches. Le demi-roi est furieux. La réaction des Français l'a humilié, et l'incapacité des Anglais à se défendre l'amène à penser qu'il a soutenu le mauvais camp. Il cherche un moyen de venger cet affront. C'est le jeune George Washington qui, sans le savoir, va lui en offrir l'occasion, lors de l'attaque du campement de Villiers de Jumonville. Au cours de ce même printemps 1754, Washington repart pour les fourches. Il doit aider les Virginiens à achever leur comptoir. Lorsqu'il apprend qu'il est trop tard, il prépare un plan de bataille contre les Français pour reprendre ce lieu stratégique. Le demi-roi accepte de le soutenir. Mais Washington ne se rend pas compte que le chef indien poursuit ses propres objectifs. Si le demi-roi orchestre une confrontation entre les Britanniques et les Français, cela renforcera son pouvoir dans la région. Mais pourquoi est-il allé jusqu'à tuer un Français blessé? Il voulait se venger de l'humiliation des fourches. C'est aussi un message adressé aux Français. Allez-vous-en. D'autre part, il sait que ce meurtre sera attribué à George Washington, pas à lui. Tu n'es pas encore mort, mon père. Tu n'es pas encore mort, mon père? Il reprend de manière ironique un terme que les Indiens emploient pour manifester leur respect à l'égard de leurs alliés français. Ce raid de Washington ne suffit pas à déclencher une guerre. Mais après ce meurtre de sang-froid de leur officier, les Français se doivent de réagir. Quelques semaines plus tard, le frère de l'enseigne assassiné se lance à leur poursuite. Entre-temps, Washington s'est installé avec ses hommes dans une grande prairie. Ils ont construit une palissade qu'ils baptisent par dérision Fort Necessity. Washington pense que le demi-roi participera à la défense du fort. Mais le chef n'a plus confiance en ce jeune commandant. Ce Washington, c'est un homme plaisant, mais il est inexpérimenté. Il nous demande tout le temps de combattre sous ses ordres. Maintenant, il veut qu'on se batte avec lui contre les Français. Dans cette chose, au milieu de la prairie. Le seul allié indien de Washington s'en va. On n'a pas le choix. On prendra position ici.
Les Français n'ont pas ce type de problème avec leurs alliés indiens. Ils sont accompagnés par 100 guerriers Shawnee, Mingo et Delaware. Aux environs de 9 h le 3 juillet, l'ennemi est passé à l'attaque avec des cris et les hurlements lugubres des Indiens. Washington veut combattre face à face dans la prairie, à l'européenne. Mais les Français et leurs alliés indiens ne coopèrent pas. C'est à ce moment-là que depuis le moindre arbuste, buisson, souche ou pierre est parti un feu constant, auquel nous avons répondu du mieux que nous pouvions. Jusqu'à une heure avancée de l'après-midi, jusqu'à ce que s'abatte la pluie la plus terrible que l'on puisse imaginer. Elle a rempli nos tranchées et n'a pas seulement mis nos munitions et nos platines à silex hors d'usage, mais aussi détruit nos rares provisions. Nous n'avions plus que quelques baïonnettes pour nous défendre. À la tombée de la nuit, la situation est désespérée. Quand le commandant français lui présente les termes de la reddition, Washington signe le document trempé. Ne connaissant pas le français, il demande à un officier hollandais de le lui traduire. Le frère de Jumonville savoure sa vengeance. Washington apprendra seulement plus tard qu'il a reconnu en signant ce document être l'auteur du meurtre de l'enseigne Jumonville. Le lendemain matin, après la bataille, les vainqueurs autorisent Washington à repartir en Virginie avec ses troupes blessées et déguenillées. La nouvelle de sa défaite se répand rapidement. Ce n'est pas le genre de réputation que le jeune Washington espérait. La date, curieusement, est le 4 juillet 1754. La défaite de Fort Necessity s'avère également désastreuse pour le demi-roi. Il a définitivement perdu le peu d'autorité dont il jouissait parmi les Indiens de la région. Le demi-roi mourra quelques mois plus tard. Un chef de Delaware décrit la situation incertaine dans la vallée de l'Ohio au cours de ce printemps de 1754. Les choses semblent prendre une autre tournure et un grand vent se lève. Alors que les nuages de la guerre se profilent à l'horizon, la puissante Ligue des Iroquois réfléchit à sa stratégie. S'ils prennent parti dans cette guerre de blancs, ils seront sûrement amenés à se battre contre d'autres Indiens. Mais s'ils restent neutres, la France ou la Grande-Bretagne risquent de prendre possession de la vallée de l'Ohio. Et si cela se produit, les Iroquois se retrouveront sans rien. Durant plus d'un siècle, les Indiens du Nord-Est ont joué un jeu habile entre la France et la Grande-Bretagne. Mais les ambitions des Européens menacent à présent de les submerger. De l'autre côté de l'Atlantique, au palais de Versailles, le roi Louis XV et ses ministres préparent au cours de l'hiver 1755 un plan de défense de leurs intérêts en Amérique du Nord. Au moment de la fonte des glaces sur le fleuve Saint-Laurent, la France déploie 1800 hommes au Canada. À Whitehall,
le roi George II et ses ministres sont encore plus rapides. 1000 soldats britanniques appareillent pour la Virginie au début du printemps 1755. Les Britanniques veulent attaquer les Français dans la vallée de l'Ohio, ainsi qu'au nord de la province de New York et en Nouvelle-Écosse. Cette offensive sur 3 fronts doit repousser les Français jusqu'au Canada. La guerre est maintenant inévitable. Pour commencer, les troupes que j'ai l'honneur de commander prendront le fort Duquesne et ainsi chasseront les Français des fourches de l'Ohio. Ensuite, c'est une stratégie audacieuse qui correspond bien au commandant en chef envoyé par Londres pour la mettre en œuvre. Mais le général Edward Braddock, qui est habile en politique, a peu d'expérience du champ de bataille. Dès que cet important comptoir sera sécurisé, nous marcherons vers le Niagara, si la saison le permet. Je pense que ce sera le cas. Ce fort Duquesne ne devrait pas me retenir plus de 3 ou 4 jours. Le fort Duquesne, le premier objectif de Braddock, est tenu par les Français et leurs alliés indiens. Il occupe une place stratégique sur les fourches, car il permet de contrôler les mouvements à travers la vallée de l'Ohio. S'en emparer est une idée audacieuse. Cependant, dès le début, le général est confronté à des problèmes d'ordre politique. Braddock attend que les colonies participent financièrement à cette campagne militaire. Mais les gouverneurs des colonies lui répondent qu'ils auraient préféré être consultés plutôt que de recevoir un ordre. Messieurs, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas le pouvoir de faire plier ces assemblées à la volonté du roi. La question est urgente. Il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas besoin de rappeler à chacun d'entre vous que cette expédition est une entreprise coûteuse. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer mon indignation à l'égard des provinces de Pennsylvanie et du Maryland, qui refusent d'y contribuer. Pour ce qui est des Indiens, ces sauvages sont peut-être un redoutable ennemi pour une vulgaire milice américaine, mais ils ne pourront jamais impressionner des troupes disciplinées. Les préparatifs pour l'expédition de Braddock contre le fort Duquesne, au printemps 1755, sont extrêmement lents. L'armée attend à Fort Cumberland, dans le Maryland. Comme dans toutes les armées de l'époque, les femmes qui suivent les troupes font presque officiellement partie de l'armée. Près de 200 femmes travaillent comme blanchisseuse, cuisinière et infirmière. Ce lavage n'en finit jamais. Betsy, quand le régiment de ton mari est allé se battre, tu as déjà eu peur? Pour toi-même, je veux dire. Et si l'ennemi arrivait par l'arrière? À vrai dire, Sarah, je n'ai jamais suivi les troupes à la bataille. Il n'y a rien à craindre ici. Le sergent dit qu'on est plus nombreux que les Français. Et pour les Indiens, tout le monde sait qu'ils sont incapables de battre nos soldats. Le sergent dit que le général Braddock ne veut même pas que ces sauvages se battent avec nous. Voilà ce qu'il pense d'eux. Ne me parle pas de ce général Braddock. T'as entendu la nouvelle, Betsy? Il a ordonné que toutes les femmes aillent avec l'armée se faire examiner par des médecins pour savoir si on est assez propre pour aller au combat. Quelle insulte! Je suis une femme mariée, pas une putain. Il ferait mieux de s'occuper des hommes. Le général Braddock choisit George Washington comme aide de camp. Même si ce n'est pas une nomination officielle, Washington est heureux de servir aux côtés du soldat britannique le plus gradé du continent. Ces hommes paraissent en effet très en forme. Le général exige qu'ils effectuent quotidiennement des maniements d'armes pour maintenir un haut niveau de discipline. Chargez à la baïonnette!
Reposez! Mais environ un tiers de l'armée de Braddock est constituée d'Américains, des recrues non entraînées de Virginie, du Maryland et de Pennsylvanie. Pour Braddock, ce sont de médiocres soldats. Il n'y a pas que ces exercices qui soient étrangers aux Américains. Beaucoup découvrent également les punitions, y compris pour les petites infractions pratiquées dans l'armée de l'époque de George II. La nuit, les Indiens qui vivent à proximité du fort viennent distraire les Britanniques et les Américains. Ces danses décrivent la façon de combattre de leurs guerriers. Les soldats savent maintenant à quoi ressemble leur célèbre danse de la guerre. Les Américains encouragent Braddock à chercher des alliés indiens. Mais le général fait preuve d'entêtement. Il ne recrute que 7 Indiens. En juin 1755, l'expédition de Braddock se met enfin en route. La longue colonne constituée de chariots, de canons, de chevaux et de l'intendance s'étire sur plus de 6 kilomètres. « 300 bûcherons ouvrent le passage. C'est une prouesse logistique dont seuls les Britanniques sont capables. Ils vont traverser 150 km de forêt dense, escalader des montagnes à pic et franchir des rivières envasées. Mais au bout d'une semaine, ils n'ont parcouru que 35 km. Frustré par cette lenteur, Braddock décide de scinder son armée et de partir en avant avec un contingent de 1400 hommes. C'est la 3e mission de Washington dans la vallée de l'Ohio. Cette fois, il espère enfin chasser les Français. Le corps principal de l'armée échappe à toute attaque directe. D'autres n'ont pas autant de chance. Le messager anglais James Smith est capturé loin de la colonne et conduit au fort Duquesne. Cours aussi vite que tu peux. Les Indiens pratiquent le passage par les baguettes sur tous leurs prisonniers. Smith est ensuite confié aux Français. Mais il ne perd pas espoir de voir les Anglais arriver un jour au camp. Après 3 semaines éreintantes, l'armée britannique s'approche enfin de la rivière Monongahela, à quelques kilomètres au sud du fort Duquesne. Son moral est au plus haut. Le général Braddock a conduit son armée durant près de 150 km.
Ces ingénieurs ont construit des routes de rondins pour franchir des marécages. Une compagnie de marins a réalisé un palan pour hisser les gros canons dans la montagne. Le pire est derrière eux. Une fois qu'ils atteindront le fort, plus rien ne pourra les arrêter. J'espère que ce soir nous porterons un toast à Fort Duquesne. Braddock a réussi à acheminer une armée moderne et toute son artillerie dans un environnement particulièrement hostile. Washington est impressionné. C'est le genre d'officier que le jeune Virginien aspire à devenir. Les éclaireurs indiens qui travaillent pour les Français surveillent cependant de très près leur approche. Lorsque la nouvelle de l'arrivée de la colonne britannique parvient à Fort Duquesne, les Français comprennent que leur seul espoir est de la prendre en embuscade lorsqu'elle franchira la rivière Monongahela. Mais leurs alliés indiens hésitent. Ils ne veulent pas affronter un ennemi aussi nombreux. Le capitaine français Léonard de Beaujeu enfile alors des vêtements de guerre indiens et se peint le visage. Un geste de solidarité auquel les Britanniques ne songeraient jamais. Les Indiens acceptent de participer à la bataille. En tête de la colonne britannique, George Croghan, un commerçant de Pennsylvanie, commande les 7 éclaireurs indiens et parcourt rapidement les derniers kilomètres menant à Fort Duquesne. L'armée du capitaine Beaujeu, constituée d'environ 900 Indiens, Canadiens et de troupes françaises régulières, se dirige au même moment vers la colonne de Braddock, dans l'espoir de la surprendre à la rivière. Il est impossible de dire laquelle est la plus étonnée des deux lorsqu'elle se retrouve face à face en pleine forêt. Les grenadiers britanniques d'élite montent à l'assaut. Beaujeu demande aux Indiens et aux Canadiens de se replier dans la forêt. Il va combattre à la manière indienne. Au départ, la discipline des Britanniques semble faire la différence. Ces salves sont en effet redoutables. Beaujeu est l'un des premiers à s'écrouler. Mais lorsque les Indiens et les Canadiens atteignent les collines qui surplombent les Britanniques, tout change. Washington et les autres officiers font tout pour maintenir leurs hommes en formation. Les troupes régulières françaises sont déployées devant la colonne britannique et bloquent toute avancée. Pendant ce temps-là, les Indiens et les Canadiens cachés ouvrent le feu des deux côtés.
Les Britanniques commencent à reculer, mais sur cette étroite route forestière, ils se heurtent aux troupes restées en arrière. Il s'ensuit un véritable chaos. Ces groupes isolés de tuniques rouges deviennent des cibles pathétiques. L'artillerie, qui aurait été redoutable au fort Duquesne, s'avère ici totalement inutile. Revenez par là! Retournez vous battre! Tenez vos lignes! Tenez vos lignes! Permettez aux Virginiens de se battre comme l'ennemi. On connaît la technique indienne. Certainement pas, monsieur. Restez à votre place. Le général a été touché! Les assaillants ne tardent pas à atteindre l'arrière de la colonne britannique. Sur les 54 femmes qui ont suivi l'armée de Braddock ce jour-là, seules 4 en auraient réchappé. Certaines des disparues ont été conduites au Canada et rachetées aux Indiens par les Français. Après 3 effroyables heures, c'est terminé. Les Français et les Indiens ne comptent que 21 morts, alors que 1000 soldats britanniques et des milices coloniales ont été tués ou blessés. Washington a eu plusieurs chevaux tués sous lui, mais il est indemne. Dans la plus grande confusion, les vestiges de l'armée de Braddock battent piteusement en retraite. Les scènes choquantes que j'ai vues durant la marche de cette nuit ne peuvent être décrites. Les morts, les mourants, les blessés, les gémissements, les lamentations, les cris des blessés réclamant de l'aide le long de la route. Tout cela suffirait à percer un cœur inflexible. La sottise est la conséquence d'opposer des unités compactes contre des Indiens constamment mobiles dans la forêt, ce que nous avions d'une certaine façon prévu et qui s'est totalement vérifié. La nouvelle de cette grande victoire franco-indienne parvient à Fort Duquesne à la fin de la journée. Le prisonnier britannique James Smith raconte le retour des guerriers. Au coucher du soleil, j'ai vu un petit groupe arriver avec une dizaine de prisonniers. Je suis resté sur le rempart du fort, jusqu'à ce qu'ils commencent à brûler un de ces hommes. Ils l'ont attaché à un pieu et n'ont pas cessé de le torturer avec des tisons. Smith est certain de subir le même sort. Au lieu de cela, il sera adopté par une famille indienne afin de remplacer un parent mort durant la bataille. Il passera 6 années parmi les Indiens. Les Français savent qu'ils doivent cette victoire à leurs alliés indigènes.
Les Indiens dépouillent les cadavres pour amener chez eux une preuve de leur exploit. En Europe, les vainqueurs auraient peut-être poursuivi les Britanniques en fuite pour les anéantir. Mais ici, en Amérique du Nord, les Indiens ont d'autres objectifs. Ils ne se battent pas pour renforcer un empire. Ils essaient simplement de chasser les envahisseurs de leurs terres. Mais pour l'instant, la bataille est terminée. Le 5e jour suivant les combats, le général Braddock meurt de ses blessures. Durant un bivouac près des Great Meadows, le courageux mais malheureux général Braddock a rendu son dernier soupir. Il a été enterré avec les honneurs de la guerre. Et c'est à moi qu'on a confié la tâche de superviser son inhumation. Il a été enterré au milieu de la route. Puis l'armée, les chariots et tout le matériel sont passés dessus pour en faire disparaître toute trace afin qu'elle ne soit pas profanée. Toute sa vie, George Washington admirera le courage de Braddock sur le champ de bataille. Le pistolet à canon en laiton et l'écharpe ensanglantée du général occuperont une place d'honneur à Mount Vernon. Plusieurs années après la bataille de Monongahela, des ossements non inhumés de soldats britanniques et américains ont été retrouvés ici. Bâtir un empire a toujours un coût. La Grande-Bretagne et la France vont verser beaucoup de sang pour récupérer un trésor aussi immense que l'Amérique du Nord. Ce n'était que le début. Aucun camp n'imaginait à quel point cette guerre serait coûteuse en vie humaine, ni combien de batailles il lui restait à perdre.